Chers amis, bienvenue sur Wideta, la chaîne des données du code. Et aujourd'hui, on va découvrir Nim. Bon, on a déjà vu une petite vidéo pour pouvoir voir comment l'installer, mais maintenant, en fait, on va regarder comment on code dessus. Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistiques et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Donc Nim, si vous vous souvenez bien, c'est un langage qui est assez sympathique parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir ici, on a une structure qui ressemble beaucoup à Python. Donc si vous êtes habitué à travailler avec Python, c'est un langage qui pourrait être bien pour vous. Mais en tout cas, c'est une des choses qui m'a séduit dedans, c'est que le code est assez simple. Mais la grande puissance, c'est qu'il peut déjà de 1, il peut compiler en C, C++, Objective-C et aussi en JavaScript. Donc il peut compiler en plein de types de langages. Et donc tout ça en un seul langage qui s'écrit comme du Python, c'est un peu un cadeau du ciel. Une autre chose aussi que vous pouvez faire avec, c'est que vous pouvez compiler, que vous soyez sur Windows, Linux et Mac, théoriquement vous pouvez compiler pour les autres plateformes. C'est-à-dire que si vous êtes sur Linux, vous pouvez compiler pour Mac ou pour Windows. Ce que j'ai déjà essayé de faire et ça marche plutôt bien. Sauf peut-être pour Mac qui ont quand même certaines règles de sécurité, mais techniquement ça marche bien. Donc ça ressemble beaucoup à un langage très versatile. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé avec Nim, le fait qu'il compile super vite. Et une autre chose qui est sympa avec ce langage aussi, c'est le fait qu'il a une très bonne gestion des macros, donc de la métaprogrammation, donc quelque chose d'assez avancé que j'ai jamais utilisé, mais apparemment c'est la métaprogrammation la plus avancée qu'on connaisse dans les langages de programmation. Donc Nim, un langage de programmation très puissant, et c'est pour ça que je l'ai ajouté dans ma ceinture de langage, même si je ne suis pas un développeur et que Nim ne me sert pas immédiatement. Mais à la fin, je vous expliquerai pourquoi Nim peut être intéressant pour des data scientists ou des statisticiens. Donc maintenant, on va pouvoir tester Nim, et je vais pouvoir montrer un truc sympa que j'ai maîtrisé avec Nim. Donc je suis aussi un débutant dans ce langage. Déjà, il y a le Try Online, donc on va pouvoir ouvrir ça. Et en fait, ici, c'est le Nim Playground. Qu'est-ce que ça va permettre de faire? C'est de pouvoir écrire du code, donc si je zoome ça marche pas très bien, du code Nim et de pouvoir l'exécuter. Donc on va juste agrandir, comme ça vous l'avez suffisamment grand sur votre écran. Et ici il va compiler directement C, on peut décider en C++, et quelle version de Nim, donc voilà. Donc il y a une chose que je voulais vous montrer déjà qui est assez sympa, donc je pense que c'est ici que va apparaître le résultat. C'est comment en fait on va écrire print. Dans Nim, on peut écrire print de cette manière-là, donc pour faire apparaître les choses. Hello world, voilà comme ça. Et pour le lancer, je peux aussi faire CTRL-Enter, c'est cool. Donc il est en train de lancer. Voilà, donc là il m'a mis le résultat ici, c'est dommage, c'est écrit en tout petit. J'espère que vous me croyez que c'est écrit Hello world. Donc ça c'est une chose assez cool. Maintenant, si vous voulez déclarer une variable, normalement vous êtes censé faire var. Il y a d'autres mots-clés pour pouvoir déclarer d'autres choses comme par exemple let qui vous permet de déclarer une constante qui n'a pas besoin d'avoir une valeur au moment de compilation, et il y a const, je crois, oui, qui vous permet de pouvoir créer une constante, mais il faut avoir la valeur directement à la compilation. Donc ce sont des choses, apparemment pour les programmeurs avancés, je suppose. Moi, j'ai pratiquement aucune idée de tout ça. Je fais l'immense majorité des choses avec var ou avec let. Donc ici, on va créer une variable qu'on va appeler, je sais pas, test. Et ici, on va lui donner la valeur 2 et on va faire echo test. Donc on peut lancer ça. Voilà, et donc il me fait apparaître 2. Et une chose que vous allez remarquer, c'est que vous n'avez pas besoin de préciser le type, parce que Nim est un langage assez moderne pour pouvoir deviner le type tout seul. Mais techniquement, si vous voulez mettre le type, il faut faire type, int. Et là, il y a le type qui va s'afficher. Et donc avec ça, vous pouvez lancer. Et vous aurez toujours le même résultat. Du coup, j'aurais peut-être dû mettre quelque chose d'autre pour que vous voyez vraiment la différence. Ok, et à part int, qu'est-ce qu'on a comme autre type? Je crois qu'on a float, oui, voilà, et donc ça, je sais pas si ça va marcher, je suis pas un professionnel, mais ça c'est pour les nombres à virgule, donc on va voir s'il va accepter. Ouais, il met juste une virgule après, mais par exemple si je mets un texte ici, voyons voir texte, et que je lance ça, normalement il devrait m'envoyer une erreur, ouais, voilà, parce que ici il y a un mismatch. Mais ici on voit pas que ça ne marche pas, enfin faut lire et savoir que, en fait si on décide un type spécifique, on peut pas lui mettre n'importe quoi. Et il me semble aussi qu'on peut pas changer le type d'une variable après coup. Par exemple ici c'est un float, si je mets set, c'est un float, et après que je mets test, donc ici je remets
test mais sans var cette fois-ci parce que var et const et let sont nécessaires seulement qu'il y a la déclaration, donc là on crée une variable. Et je crois que si je mets par exemple chat et que je lance ça, il va me relancer la même erreur, ouais, parce qu'on ne peut pas changer le type même après la création d'une variable. Donc c'est un petit peu plus strict que des choses comme Python, R ou Julia de manière générale. Donc si jamais c'est des choses qui vous intéressent, vous pouvez utiliser ça. Une autre chose que je trouve vraiment marrant avec Nim, c'est ça. Attendez, je vais vous montrer. Voilà ma variable, que c'est A. Ah oui, il faut mettre le var avant, pardon. Var ma variable est égale à A. On va faire var ma variable est égal à b cette fois-ci. Et on va faire var ma variable, tout coller sans mettre de majuscule cette fois-ci, parce que là il y a une majuscule, est égal à c. Ok, super. Et maintenant ce que je peux faire c'est echo ma variable et echo, il me semble que ça devrait marcher comme ça. Là on fait des tests, hein. Ma variable echo ma variable. Donc les trois types. Donc qu'est-ce que vous pensez qui va se passer quand je fais ça? Apparemment, on a une erreur de nouveau parce que ma variable a déjà été déclarée. Comment ça? Parce qu'en fait, pour Nim, ma variable et ma variable, ces trois variables sont exactement les mêmes variables. C'est un truc qui est assez dingue parce qu'en fait, Nim ne va pas compter les underscores. Pour lui, quand il va évaluer ça, il va tout coller ensemble. Et toute majuscule qui n'est pas à la première lettre va être considérée aussi comme une minuscule. Donc il ne fait pas la différence entre majuscule et minuscule après la première lettre. Ce qui fait que ici on a 3 fois la même variable. C'est vraiment marrant. Il y a peut-être une meilleure manière de vous montrer. Attendez, c'est comme ça. Je peux faire juste ma variable A comme ça, donc comme ça on évite de la redéclarer à chaque fois, et je peux lancer ça comme ça, espérons que ça marche, et voilà, vous voyez que ici il m'a fait A. Donc ça c'est un truc marrant que je trouve dans Nim, donc c'est-à-dire que les personnes qui travaillent avec des styles différents, Snake Case, Pascal Case et aucun style, peuvent travailler ensemble et reprendre les mêmes variables. Après, je pense que comme beaucoup de gens dans Nim, on trouve ça assez dangereux et personne ne va travailler comme ça, et je crois même qu'il y a des personnes qui ont demandé de retirer cette option. Une autre chose que je trouve assez marrant avec Nim, mais je sais plus comment ça s'appelle cette option, c'est ça. Donc vous voyez que je fais echo ma variable, mais je peux aussi faire echo ma variable, et je peux aussi faire ma variable echo. Et quand je vais lancer ça, je suppose que vous me croyez quand je vous dis que ça a été lancé de nouveau, donc vous voyez que ici en fait, les fonctions on peut les utiliser de différentes manières, même si elles ont été définies une seule fois. Donc echo, vous pouvez l'utiliser comme ça, comme si vous l'utilisez dans le terminal, ou vous pouvez l'utiliser comme une fonction normale, ou comme une méthode. Et je sais plus comment ça s'appelle, cette chose, mais c'est assez marrant parce que ça donne plus de flexibilité, mais je sais pas ce que ça vaut, je ne suis pas un informaticien. Maintenant on va continuer dans cette première partie de découverte où c'est moi qui vous montre ce que je sais à peu près, c'est pas grand chose. On va pouvoir passer dans VS Code. Donc nous voici dans VS Code, donc je sais pas si vous vous souvenez, on a fait une vidéo sur comment installer différents langages dans VS Code, et dans ces langages il y avait Nim, donc ici vous avez le code Nim. On va voir aussi si je peux peut-être agrandir un tout petit peu pour que vous voyez peut-être mieux. Donc ici on va aller dans Settings et on va faire font size, on va dire 28. Est-ce que c'est trop? Je sais pas. On teste. Donc on va pouvoir fermer. Ouais, voilà, ça me paraît d'être une bonne taille. Donc une chose que j'aime aussi pas mal, c'est que comme R, Julia et Python, on peut faire des commentaires comme ça. Donc je suis pas dépaysé complètement, mais une autre chose qui est assez spécifique, c'est que si je veux faire un commentaire qui fait plusieurs lignes, il faut que je le fasse de cette manière-là. Donc mon commentaire. Ok, donc ça c'est assez marrant. Une autre chose, c'est que pour pouvoir lancer le code de manière assez simple, il faut utiliser ce bouton-là. Donc si vous avez suivi la dernière vidéo, ça aide beaucoup. Ou le raccourci, moi je préfère le raccourci. Et vous voyez que là, il me fait sortir le résultat Hello Data. Donc ce qui est vraiment pas mal. Une autre chose que j'aime bien avec VS Code, enfin l'extension dans VS Code, c'est que vous vous souvenez de l'exemple qu'on a donné tout à l'heure avec les problèmes dans les types. Donc je peux faire var, hop. Donc si je saute une ligne, je peux créer plusieurs variables d'affilée, donc ce qui est pas mal. Et par exemple, si je dis A est égal à, je sais pas, 1, et que après je fais A est égal, enfin là il faut plus que je le mette dans la déclaration, mais que je mette A est égal à test, voilà, là il va me le surligner directement pour me dire qu'il y a une erreur
type mismatch parce que je peux pas changer le type après coup. Et ça, je trouve ça super puissant parce que jusqu'à maintenant, même dans Julia, il y a pas vraiment cette option. Il faut encore que je teste pour voir s'il y a moyen de l'activer. J'avais demandé sur Reddit s'il y avait une option pour faire ça et quelqu'un m'a dit que oui, donc je vais le regarder plus tard. Et ici en fait, vous voyez que là il me repère directement les erreurs avant qu'elles se produisent, parce que si j'essaie de compiler ça, il va me dire voilà, il y a une erreur, et donc ici en fait il va remarquer avant que je compile, ce qui est vraiment super parce que ça me permet d'éviter, si j'ai un trop long script, de devoir tester et voir où est-ce que ça joue pas. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Dans Nim, et il capture assez facilement les erreurs. Et vous voyez qu'il a découvert tout seul le type que c'était. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est à peu près ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. On peut aller regarder aussi dans le terminal, s'il veut bien m'y emmener. Donc, ici, on est dans Bash. Est-ce que Bash, il fonctionne? Ouais, parfait, il fonctionne. Donc ici, il y a Nim qui est installé comme partout sur mon ordinateur. Et une chose qu'on peut faire, c'est installer des librairies. Donc dans Nim, on peut trouver des librairies, ils appellent ça aussi des packages. Donc sur le site internet, je vais vous montrer sur Nimble. Donc nous y sommes, parce que ici Nimble c'est le manager de package. Donc ouais, voilà, c'est Nim Package Manager. Et donc ici, il y en a tout plein qui vont nous permettre de pouvoir utiliser tout un certain nombre de librairies. Et pour pouvoir installer les librairies, il faut toujours utiliser Nimble et le nom de la librairie. Et il y en a une que j'aime bien, c'est iNim, je crois que c'est ça le nom, voilà. Et ça, c'est un interactive shell, ça peut être vraiment intéressant pour vous, si vous faites de la science des données, comme moi en fait. Et ça permet d'avoir un shell interactif comme dans R, Python ou Julia. Donc simplement, je vais mettre en dark mode peut-être. Ah, il y a des vidéos de YouTube, je l'ai pas encore vu. Et c'est la commande qu'il faut utiliser, nimble install nim. iNim, ok. Nimble install iNim. Donc là, il est en train de l'installer. Bon, ben c'est merveilleux, il me dit qu'il a terminé d'installer ça, donc on va aller jeter un petit coup d'œil. Donc iNim, on peut l'utiliser directement dans le terminal. Ça m'a l'air un petit peu petit, donc on va utiliser un vrai terminal, un peu plus grand que ça, donc un instant. Je vais aller dans terminal. Voilà. Bon, là on est dans PowerShell, mais ce n'est pas trop grave. Donc ici, je vais pouvoir utiliser iNim. Ok, donc maintenant on est dans iNim. Donc c'est cool parce que ici je peux faire quelque chose comme, par exemple, 2 plus 2. Et voilà, là il va me montrer le résultat. Et le type int, il remarque en fait que c'est un type integer, donc un entier. Donc ce qui est assez cool, et j'ai pas besoin de faire un echo pour voir la réponse. Typiquement, bon après je sais pas ce que je peux faire de super intéressant avec ça, parce que je suis pas encore voire pas du tout un pro. Ma variable, allez, pour changer, est égale à 5. Voilà, et donc j'ai créé une variable, et je peux simplement... Est-ce que si je fais ma variable, simplement comme ça, ça va marcher? Ouais, il monte la valeur. Et donc, vous voyez qu'il garde les variables en mémoire. Après, on m'a dit que c'était pas si incroyable que ça, parce que contrairement à des choses comme R, Julia ou Python, ou même Carbon, ici, ce que ça fait, c'est que ça crée un fichier .nim, je sais pas comment il va l'appeler, mais à l'intérieur, il va juste coller toutes les commandes que je vais faire, et il va relancer le script à chaque fois. Donc, c'est pas un si grand problème, parce que Nim compile super vite. Quand même, ce serait sympa, en fait, de pouvoir avoir quelque chose de vraiment interactif avec les variables qui se gardent. Donc c'est pas vraiment un truc interactif. Par contre, comment on quitte ça? Je sais pas. CTRL-C? Non, on va tester. Ouais, exit, en fait comme Python ou Julia. De retour dans VS Code, je voulais juste vous remontrer une dernière petite chose. Ici, c'est la compilation. En fait, comme vous savez, Nim peut compiler en différents langages, et ça, je crois que je me souviens comment on faisait. Donc on va simplement faire echo, et on va mettre simplement le nom du langage dans lequel on va compiler. Donc, ici, je vais faire hello world. Pardon. Voilà, c'est enregistré. Et ici, pour pouvoir compiler, cette fois-ci, plutôt que d'utiliser le raccourci, je vais vous montrer comment on fait. Donc on va faire nim, on va faire C pour pouvoir le compiler en C. Et ensuite, je vais mettre R pour qu'il puisse lancer le code compilé après coup. Et ensuite, ici, je vais pouvoir mettre vscode.nim. Voilà, et là vous voyez qu'il a compilé et il m'a montré le résultat. Si je fais ls pour voir les éléments qui sont dedans, vous voyez qu'il y a le vscode.nim qui doit être quelque part, ouais. Et normalement il y a le vscode.exe parce que je suis sur Windows. Vous normalement ça doit être, suivant si vous êtes sur Mac ou Linux, ça doit juste être vscode sans rien derrière. Et ici en fait c'est l'exécutable, donc si je veux pouvoir réutiliser, je peux juste faire vscode.exe et il va montrer
Ah, pardon. Je crois qu'il faut que je fasse comme ça. Oui, voilà. Et donc, il va pouvoir relancer l'application que j'ai fait. Donc, c'est vraiment un exécutable. Donc, ce qui est cool, donc on peut créer des exécutables très facilement. Je vais pas vous montrer comment on cross-compile vers d'autres plateformes comme Mac ou Linux parce que je me souviens plus comment on fait. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est comment on compile vers d'autres choses, comme par exemple, on peut compiler en C++. Je crois que ça doit être quelque chose comme C++, on teste. Ouais, apparemment ça compile depuis C++. Donc ici on n'a pas les scripts intermédiaires parce qu'il les supprime. Il y a une option pour que les scripts puissent rester, mais je m'en souviens plus non plus. Mais bref, avec ça, vous voyez qu'on a compilé en C++, mais peut-être qu'il y en a un autre qui vous intéresse, comme JavaScript. Peut-être pas Objective-C, parce que bon, ça va rien nous amener de plus, et en plus, je pense pas que ça a marché sur Windows. Donc, on va mettre JavaScript. Et voilà. Et donc, là, il a lancé le Hello World. Heureusement, parce qu'il y a Node.js qui est installé, parce qu'il a retrouvé Node.js. C'est pour ça qu'il faut avoir Node.js installé. Et si je regarde dans LS, vous voyez qu'il m'a créé un... Où est-il? VS Code.js. Et donc ici, si je regarde dans l'explorateur, je peux aller regarder ce VS Code.js. Donc on va fermer cet explorateur. Et vous voyez que ici, il m'a créé ce code JavaScript, mais on peut remarquer qu'il y a pas mal de choses inutiles. Ça a l'air vachement compliqué tout ça, juste pour un Hello World. Il doit y avoir sûrement des options dans la compilation pour pouvoir retirer tout ce qui est assez inutile. Je sais pas si c'est parce que ici il essaye de trouver des pointeurs, je sais pas, je m'y connais pas, je vais rien dire à ce sujet-là. Mais bref, vous voyez que c'est assez facile de pouvoir compiler dans d'autres choses. Donc maintenant, on va essayer de découvrir Nim. On passe à la deuxième partie, dans laquelle on va regarder en fait des tutoriels sur Nim pour pouvoir bien débuter, parce que je suis aussi un gros débutant sur Nim. C'est parti. Donc on est de retour sur la page de Nim, et ici on va regarder simplement la documentation. Donc dans la documentation, on a pas mal d'informations apparemment. Donc ici, on a apprendre Nim en 5 minutes. Je pense que ça, c'est fait vraiment pour les gens qui ont déjà des bases et des notions en programmation. Donc on va l'ouvrir aussi, voir. On va prendre Nim Basic Tutorial, je pense que ça c'est bien à faire. Et Official Nim Playground, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure pour pouvoir tester. On a des tutoriels officiels, donc ça m'a l'air assez intéressant. Ok, ça c'est pour les types, etc. Ça m'a l'air assez complexe. Et ça c'est si on vient depuis C, et si on vient depuis Python, si on vient depuis TypeScript, JavaScript. Donc juste, je vais l'ouvrir pour vous montrer pour les gens qui pensent à maîtriser Python, voir si vraiment vous maîtrisez Python, vous allez voir des choses assez intéressantes. Ici on a la documentation, cette documentation je l'aime pas du tout, ça c'est pour les librairies de base, vous allez voir parce qu'il manque pas mal de choses. Et là on a d'autres tutoriels qui ont l'air pas mal à pouvoir tester, donc du coup voir comment commencer avec Nim, écrire un interpréteur pour ce langage. Ouais, lui c'est l'un des langages les plus compliqués, il est juste fait pour le challenge en fait et pas pour faire quelque chose. À Nim there is building mini application with Nim. Ça a l'air vraiment sympa tout ça. Il y a des blogs, etc. Bref. Donc on va reprendre notre découverte. Donc ça c'est Learn X in Y. Donc ce site il est vraiment pas mal parce qu'il est sur plein de choses. Donc ici vous avez des sujets comme les algorithmes, etc. Mais après vous avez des langages. Vous les avez dans différentes langues aussi. Suivant quoi, par exemple si vous voulez faire C, bizarrement il n'y a pas C en français, mais il y a C# en français. Mais il y a C++ en français, bref. Et ici, en fait, vous pouvez découvrir des langages et les apprendre assez rapidement, en partant du principe que vous avez des bases. Par exemple, si vous voulez apprendre Elixir, vous pouvez aller dessus. Go, Java, JavaScript, etc. Ils ont même Lua, faudrait peut-être que je jette un petit coup d'œil. Mais ça, c'est bien si vous voulez commencer très rapidement. Vous avez en russe, etc. Ok, très bien. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des gros blocs avec des exemples très rapidement, pas trop d'explications. C'est juste pour tester et se faire un avis. Très bien. Donc je pense que ici, on apprend Nim en 5 minutes, comme ils ont dit avant. Nim Basic ici, j'aime bien parce que c'est un tutoriel qui vous prend par la main et qui vous montre vraiment pas mal de choses super intéressantes. Donc si vous débutez dans Nim et que vous voulez avoir un départ bien fait, il y a tout ça qui est disponible, avec en plus d'autres informations sur d'autres tutoriels super cool. Pour qui ça aide, donc ça c'est pour des personnes avec aucun ou des connaissances minimales, donc ça sera plutôt pour nous, surtout si vous avez fait que Data Scientist sans vous plonger vraiment dans le langage. Par exemple, si on regarde Nim for Python Programmer, on peut voir qu'il y a pas mal de choses super intéressante. Ici, par exemple, je sais pas si vous êtes habitué à tester d'autres choses, et donc du coup, regardez en fait simplement s'il y a des choses qui vous intéressent dedans. Vous pouvez juste jeter un petit coup d'œil et regarder, donc il y aura toujours l'exemple sur
Python avant, puis l'exemple sur Nîmes, et vous voyez quand même que c'est très très similaire. C'est à 2-3 éléments près, on est littéralement sur la même chose. Bref, et ensuite il y a ce que je n'aime pas trop dans Nîmes, parce que c'est une documentation qui est très 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 limitée, c'est Nîmes Standard Library. Donc ici c'est les librairies de base, comme tous les langages de programmation, Nîmes a ses propres librairies de standard. Ici en fait, vous pouvez choisir quelle librairie vous voulez regarder. Par exemple, on peut regarder CPU Info. Bon, il n'y en a pas beaucoup ici, on va regarder les macros peut-être, voilà. Ici, la manière dont ils présentent les fonctions, c'est vraiment la description des fonctions, mais sans vraiment d'informations sur comment ça marche, comment les utiliser. Et si vous n'avez aucune connaissance de Nîmes, ouais, alors là, ça va être compliqué de se lancer. C'est pas aussi friendly que des choses comme R, Python ou Julia. Donc voilà, on peut commencer ici. Donc pour qui ce n'est pas, donc c'est pour les programmeurs avec beaucoup d'expérience. Donc ici, comme on utilise le tutoriel, donc là ça va nous donner juste les bases, donc allons-y, donc Nîmes a déjà été installé chez nous, si jamais il y a d'autres choses qui nous proposent d'avoir, donc c'est ceux qu'on a déjà, VS Code, Nîmes Extension et le Code Runner, et bref. Donc ici on sait déjà faire, Echo Hello World, ça c'est pour le compiler, et ça c'est pour le compiler et le lancer, donc si vous faites sans le R, ça ne fait que le compiler. Donc là c'est pour donner des noms aux valeurs. Donc ici on est obligé d'avoir cette structure comme on a dit pour les variables, etc. Donc jusqu'à maintenant ça va, je pense qu'on s'en sort bien, on a déjà vu tout ça. Ensuite ici on peut faire on peut mettre des valeurs non mutables. Donc ici on peut avoir des constantes, donc on peut tester. Donc ici quand on crée une constante et qu'on essaie de changer la valeur de cette constante, il va nous envoyer une erreur. Donc si je sauvegarde, il faut toujours sauvegarder pour être sûr qu'il y ait les erreurs qui apparaissent. Et ici, il me dit qu'il y a une erreur, donc c'est pas mal. Ici, il va me dire que 35 ne peut pas être réassigné, je suppose. Donc ici, vu que c'est une constante, on peut plus la changer. Je pense qu'avec let, c'est possible. Avec let, ce n'est pas possible. Et avec var, si on sauvegarde, var, c'est possible. Donc on peut pas changer le type avec var, mais on peut changer la valeur, du moment que c'est le même type. Après, il y a let qui est expliqué. Bon, c'est ce que je vous ai dit avant, donc il n'y a pas besoin d'être connu au moment de la compilation. Et la valeur peut être mise à n'importe quel moment du programme. Mais quand c'est fait, on peut pas changer la valeur. Donc c'est un constante, mais un peu plus libre. Donc là, on a les types de données classiques, on a les entiers, on a les nombres à virgule. On peut convertir entre les deux apparemment. Ah ouais, parce que là on a une erreur. Ouais, ça c'est un truc sympa parce que les types, il faut vraiment être sûr des types. Si je sauvegarde, là il va me dire qu'il y a une erreur ici parce que ici il y a un problème de type. Ici c'est un entier et lui c'est un nombre à virgule du coup, donc il peut pas les additionner parce que ce sont des types différents. Donc juste pour montrer à quel point Nîmes est strict, et c'est pas mal parce que ça va vous permettre de faire des applications qui sont assez solides. Mais bon, on va passer ça parce que ça a l'air assez débutant, on va dire, si vous débutez. Container, ah voilà, c'est comme ça qu'on crée des arrays, donc il me semble que j'avais déjà fait ça une fois. Donc on va tester, on va faire var, on va faire vecteur, voilà, en français. Et on va mettre, je sais pas, 1, 2, 3, 4, voilà, et on va sauvegarder. Ah voilà, il y a un problème ici. Ouais, parce que, voilà, quand c'est en bleu, c'est-à-dire que c'est déclaré mais pas utilisé, je pense que ça marche dans beaucoup de langages. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est echo vecteur. Voilà, et il me fait plus d'erreur, donc on va lancer ça. Parfait. Est-ce qu'on peut faire un typeof? Ça existe, typeof? Ouais, typeof. Typeof vecteur. Voilà, parfait, echo typeof vecteur. Voilà, il me dit que c'est un array de type int et qui va de 0 à 3. 0 à 3, oui, parce que ce sont les index. Si vous venez de quelque chose comme R ou Julia, les index commencent à 1 pour sélectionner, alors que ici ça commence à 0. Donc ça va me permettre de pouvoir faire ce test-là. Si je fais echo de vecteur et que je dis 0, il devrait me prendre le premier. J'ai fait ça parce que dans R, Julia et Python, c'est exactement la même chose pour sélectionner les éléments, donc je suppose que ouais, ça marche aussi ici. Donc c'est bien. C'est ça que j'aime bien avec Nîmes, on n'est pas trop dépaysé encore, si on a des bases de Python, ça va assez vite. Mais bref, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire, les procédures, voilà. Les procédures, ce sont les fonctions. Donc ici, il faut donner le nom d'une fonction, il faut aussi donner l'argument et le type. Ok, donc on va tester quelque chose, on va créer un truc qui s'appelle proc mon echo. Donc ici, il nous faut une valeur.
Est-ce qu'il faut mettre un égal? Il me semble que ici c'est un égal, j'ai failli faire les 2 points comme dans Python. Et ici on va juste faire echo val. On va même faire... Est-ce qu'avec un plus ça marche ou c'est une virgule? Je sais pas. On teste plein de trucs maintenant. On va faire mon... Alors, résultat plutôt. 2 points est égal à val. Ouais, voilà, c'est exactement ce que je me disais. Donc ici, type mismatch, il marche pas. C'est pas comme dans Python, je crois que c'est une virgule. Donc est-ce que ça a l'air de marcher? Ouais, voilà, donc lui, il a besoin d'un type. Donc il faut que je lui dise type. Et c'est quoi? C'est string, le type. Ouais, en minuscule. Voilà, il n'y a plus de problème. Parfait, on peut quitter. Et mon echo, il a besoin qu'il soit utilisé. Donc je vais juste faire mon echo. Et ici, je vais mettre test. Et on va compiler ça. Ouais, résultat test. Ah ouais, il faudrait juste que je mette un espace. Comme ça, c'est plus beau. Parfait. Alors, juste pour être sûr, même dans les fonctions que je crée moi-même, je peux utiliser cette notation-là. Attendez, on va juste séparer pour être sûr que... Enfin, pour que ce soit plus lisible. Et ouais, ça marche aussi. Donc, on peut vraiment utiliser cette fonction comme ça. Même les fonctions que je crée, mon echo. Hop, avec les parenthèses. Et on lance tout ça. Ouais, ça a marché. Bon, bah, super. Donc ça c'est cool, franchement, je pense qu'on va s'arrêter à là dans la découverte de Nim. Vous voyez qu'ici il y a pas mal de ressources si vous avez besoin de commencer. Je vais quand même vous montrer un truc qui est intéressant pour les data scientists et les statisticiens. Donc un instant, tada, c'est SciNim. Donc qu'est-ce que c'est SciNim? Donc dans Sci on voit scientifique, donc ici je crois que c'est pour utiliser Nim dans le domaine scientifique, un peu à l'image de Python ou de Julia, ou de R aussi. Et donc ici, ça nous permet d'avoir pas mal de librairies qui marchent dans ce sens-là. Donc voyons voir, Basic Topics, attendez, Ecosystem Review, voilà. Donc pour la gestion des données, on a Arraymancer, qui est vraiment pas mal, parce que ça nous permet de pouvoir gérer des tensors, etc. Apparemment, c'est similaire à NDArray dans NumPy. Donc, on verra. Peut-être que ça a l'air super intéressant. J'ai jamais testé jusqu'à maintenant. Ça donne, ok, avec Neo, on peut faire de l'algèbre linéaire. Datamancer, ça par contre, lui, je le connais parce que j'étais surpris la première fois que j'ai vu comment ça fonctionne. Donc, NimData, c'est aussi une implémentation des data frames. Ici, lui, il est beaucoup plus concentré sur la sécurité. Donc il y a aussi NumPy qu'on va aller regarder, ggplotnim, etc. En fait, avant de se lancer dans tout ça, je vais juste regarder Arraymancer. Arraymancer, ça permet de pouvoir créer, en fait, c'est en fait NumPy pour Nim. Donc on peut très facilement l'utiliser, ce qui est assez cool. Ça a l'air de marcher plus ou moins comme NumPy. Donc de pouvoir avoir des NDArray et travailler. Et en plus, vu que ça compile en C ou en C++, ça doit être vraiment rapide et efficace. Je pense bien plus que NumPy. Mais est-ce que c'est plus que Julia? Parce que Julia c'est plus rapide que Python avec NumPy. Donc est-ce que c'est plus rapide que Julia? Il y a moyen. C'est quand même proche. Même si ça compile en C, c'est pas du C optimisé non plus. Donc c'est très très proche de C, mais c'est pas exactement de la vitesse de C. Une autre chose, c'est Datamancer. Donc une surprise, enfin, qui est pas si surprenante que ça. Mais en fait, c'est très basé sur dplyr dans R, parce que dplyr, cette librairie dans R permet de pouvoir gérer en fait les data frames, les données sous forme tabulaire, et ça a été utilisé parce que ça utilise la grammaire des données, et ça permet en fait de pouvoir bien gérer les choses, et dplyr a vraiment influencé beaucoup de librairies dans de nombreux langages. Donc finalement ça m'intéresse, ça me surprend pas tellement que ça, que ce soit vraiment basé sur dplyr. Si vous êtes habitué à dplyr, il y a certaines choses que vous allez remarquer qui sont assez facilement faisables, dont notamment lorsque vous devez utiliser ces éléments-là, vous mettez un point, filter, vous pouvez sauter la ligne, etc. Donc vraiment sympa. Une autre chose que j'ai trouvé géniale, c'est que vous pouvez utiliser Nim, Julia et R. Donc je sais pas à quel point ils sont maintenus. Donc NumPy apparemment est très maintenu, donc vous pouvez utiliser des librairies de Python en fait directement dans Nim si vous avez besoin de pouvoir les utiliser. Donc j'ai jamais testé à quel point ça marchait bien, mais il me semble que ça marche plutôt bien et que c'est assez populaire. Donc si vous venez de Python et que vous avez quelques codes ou librairies que vous aimez bien, vous pouvez le réutiliser dedans. Vous avez aussi NimGL pour Julia, donc je l'ai testé, il me semble que ça marche assez bien, sauf pour les vecteurs. Je sais pas quand est-ce qu'il a été édité pour la dernière fois, il y a 7 mois, ouais 7 mois, donc à mon avis il devrait être encore assez stable, je sais pas. Après ici, ce package n'est plus maintenu depuis un moment, et il utilise aussi une méthode assez spécifique pour pouvoir faire le binding avec R, donc il me semble que j'ai jamais réussi à le faire marcher,
mais il y a d'autres manières pour pouvoir le faire marcher. Et en fait, ici, ça vous permet de pouvoir utiliser R dans Nim et Nim dans R, et de pouvoir faire les conversions assez facilement. Donc si vous êtes intéressé par une interaction entre Nim et R, et que vous voulez vous lancer dans un projet, n'hésitez pas, apparemment ce projet est encore... il est laissé à l'abandon, donc vous pouvez peut-être le reprendre. Une autre chose que j'aime bien aussi, c'est ggplotnim et nimplotly. Donc ggplotnim, parce que ggplot, la grammaire des graphiques, encore une fois, R qui influence tout le domaine de la data science, en ce qui concerne la manière dont on doit faire de la visualisation ou simplement de la data science. Donc ici, on a vraiment tous les éléments, je pense pas qu'il y a autant de fonctions que dans ggplot, mais on a quand même pas mal de fonctions dans ggplot qui nous permettent de reproduire, en fait, ceux qu'on retrouve généralement dans R, par exemple avec ggplot. Donc encore une fois, ggplot, package dans R qui a une grande influence. Nimplotly, ça permet de pouvoir utiliser plotly, donc je crois que ça doit être interactif, non ? Malheureusement, ce sont des images. Ici, en fait, ça nous permet de pouvoir utiliser plotly à l'intérieur de Nim, donc aussi un excellent package de visualisation qui vient de JavaScript et qui s'est aussi un peu imposé partout, mais qui, lorsqu'il arrive dans R, travaille en fait avec ggplot2 au mieux. Donc ici, ça vient de plotly.js, donc de JavaScript. Ensuite, vous avez d'autres choses, d'autres librairies qui vous permettent en fait de pouvoir travailler sur différentes parties. Donc du coup, si vous êtes vraiment dans le calcul scientifique, ou dans la data science, peut-être que ici vous allez retrouver des choses qui vous intéressent. Alors peut-être que vous n'allez pas utiliser ça en tant que tel directement, mais si vous voulez créer des exécutables, peut-être que c'est peut-être quelque chose qui en vaut la peine. Mais bref, donc voilà pourquoi vous pourriez être intéressé par utiliser Nim si vous faites de la data science. Donc on a exploré un peu Nim, vous avez toutes les ressources nécessaires pour découvrir Nim. J'espère que vous avez quand même pu apprendre des trucs intéressants, et si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et aussi à la partager, mais si la chaîne vous intéresse aussi, parce qu'on fait aussi du contenu en sciences des données et en sciences informatiques, n'hésitez pas à vous abonner. Et après, on va dire qu'on a quand même pas mal de vidéos qui sont en cours, qui se chevauchent. On verra combien de temps je pourrais prendre pour pouvoir faire des nouvelles vidéos sur Nim, sachant que je suis un débutant. Mais on aura probablement d'autres vidéos sur Nim, notamment pour présenter un de mes packages favoris qui est Nil, un package qui vous permet de faire en fait des interfaces graphiques et en profitant de la puissance de Nim. Donc voilà, en attendant de se revoir dans de prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt.